Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez été très nombreux à me demander pourquoi j'ai arrêté mon émission Insomnie. Vous savez, la vue du dessus où je reçois un invité dans un lit. Il est temps que je vous explique la vraie raison. Avant que la vidéo commence, je voulais vous remercier pour l'accueil très chaleureux que vous avez eu pour ma vidéo de dimanche dernier. Ça se voit pas dans la vidéo, mais j'avais évidemment une petite appréhension à faire ce projet et puis à vous le partager. Et vous avez été hyper nombreux déjà à acheter le film, et ça me va droit au cœur. On a éclaté le record historique de vente de films pour Dorsel. Et vos commentaires sous la vidéo sont incroyables, vous avez trop compris la démarche et tout, ça me touche de fou. Mais revenons-en au sujet qui nous intéresse, Insomnie. Je vous ai annoncé sur Instagram et puis dans le dernier épisode de Insomnie que ça allait s'arrêter et que normalement on ne reprendrait pas. Et mine de rien, en 2 ans, on a fait 45 épisodes. Donc je voulais pas arrêter cette aventure sans répondre à vos questions. Et je vais répondre tout de suite maintenant à 20 de vos questions. J'ai été très touché de la manière d'annoncer la fin. C'est nickel déjà, la première question c'est pas une question mais merci. Je voulais que la fin s'annonce dans le format. D'ailleurs ceux qui l'ont pas vu, je voulais que ça se fasse avec Cyrus qui est très important dans ma life. Et voici l'extrait. Moi je crois que je commence à mieux dormir. C'est vrai? En ce moment, ouais. Parce que t'avais des grosses insomnies? Grosse insomnie. Ça t'énerve, donc en fait l'énervement te fait pas dormir. Et là je crois que c'est la fin des insomnies, tu vois. Comment as-tu eu l'idée de Insomnie? Alors j'ai déjà expliqué l'histoire globale qui est très très longue et qui est une accumulation d'échecs avant d'arriver à faire cette émission. Je vous mets en petite fiche, je crois que c'est là ou là, et puis ce sera dans la description le lien de cette vidéo si vous voulez la version longue. Et si je vous fais la version courte et efficace, je venais d'arriver à Paris avec mes économies et j'avais très peu de temps avant d'arriver à vivre de ma chaîne. Et donc j'avais eu l'idée de faire une émission avec un Tipeee, plutôt lié à l'enfance, très introspectif, etc. Je trouve des financements pour faire cette émission avec un Tipeee qui est peut-être l'émission qui va sauver ma carrière à ce moment-là, ou en tout cas qui va la lancer et qui va me permettre d'avoir quelques mois pour subvenir à mes besoins et essayer de vivre de ma chaîne. Quelques jours avant le tournage, je tombe sur l'extrait de Crac Crac où Monsieur Poulpe a invité McFly et Carlito dans un Tipeee. Alors ce qui est très drôle pour tous ceux qui connaissent la suite sur cette chaîne, c'est qu'en fait avec Monsieur Poulpe, on ne se connaissait absolument pas à ce moment-là. Moi évidemment je réagis de manière hyper positive, pas du tout. Je tombe en mini dépression. Vraiment je suis au bout du rouleau et les semaines qui suivent, je fais des insomnies énormes et je végète un peu, j'arrive plus à faire grand chose. Je me pose beaucoup de questions sur mes choix de vie, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là, etc. Et à un moment j'ai l'illumination et je me dis waouh, tous ces trucs introspectifs que j'ai là dans ce lit, c'est ça qu'il faut que je fasse avec des invités en fait. Et en plus je pense qu'on a tous plus ou moins vécu ces moments avec des potes ou frères et sœurs, etc. où on est dans un lit, c'est l'heure de dormir, on a tous envie sauf de dormir et en fait on discute pendant des heures, on fait des conneries, etc. etc. Je voulais reavoir un petit peu ce mood là. Bref, je fais un pilote, je le poste sur ma chaîne. En fait je pense pas que ce soit une question de sexe, c'est une question de cerveau. Tu vois ce que je veux dire? Punchline mon pote! Au début personne n'en voulait, ça marche bien sur ma chaîne, France TV me contacte, let's go. C'était la version accélérée, mais après cette vidéo vous pouvez regarder la version longue. Est-ce que tu tournes plusieurs épisodes par jour? Absolument, pour des histoires de coûts évidemment, pour que ça rentre dans les budgets, etc. On en tourne plusieurs par jour. Je crois que dans les maximums qu'on a fait, on a dû en tourner 5 par jour. Et sur la fin de la 3e saison, on était plutôt à 2 par jour. Après très honnêtement, voilà, j'étais payé à être allongé toute la journée dans un lit, je me plains pas. Est-ce que vous tourniez direct et combien de temps y avait-il entre l'arrivée et le tournage? Alors très concrètement, quand l'invité arrivait, il passait au HMC, donc au maquillage. Ça, pour la plupart, ça durait une trentaine de minutes, sauf une invitée où ça a duré 2h30. Bref, voilà, on va dire une trentaine de minutes. Après, nous, on discute un petit peu. La plupart du temps, c'est assez rapide. On s'installe dans le lit. À ce moment-là, les caméras, elles tournent déjà. Comme elles sont en hauteur, on peut pas lancer des recs à distance. Mon chef-op montait avec l'escabeau. Il lançait les recs sur les 3 caméras. Ça tournait. On s'installait dans les lits. Et en général, ça tournait dans les 5 minutes qui suivent. Donc finalement c'est assez rapide, surtout qu'il y a des invités, ça faisait genre 10 minutes que je les connaissais. D'ailleurs pour que vous vous rendiez compte de à quel moment ça partait ou pas, voici en exclusivité un petit extrait d'un début d'épisode. C'est très gentil. Rien que je suis en train de m'étouffer, putain. Ah c'est cool, en fait t'as un sonorisé avec de l'amiante. C'est ça, oui. Y a rien qui marche mieux. Bon, on n'a pas le budget. Bravo. Camille, Ben. j'ai envie de savoir comment... Comment Normalement c'est 40 minutes, avec toi ça va être 2 heures. 2h30. Comment on passe de stagiaire à la radio au plus gros animateur TF1? Quelle est ta plus belle rencontre grâce à Insomnie? Waouh, c'est très très dur parce que comme je vous l'ai dit, on a fait 45 émissions et je pense que les 3/4, voire une bonne moitié, je les connaissais pas avant. Là, si on parle de la dernière saison, je pense que j'ai adoré Enjoy Phoenix parce que j'ai vraiment découvert une meuf géniale qui a trop joué le jeu. Franchement, si vous avez jamais regardé Insomnie ou si vous avez des a priori sur Enjoy Phoenix, regardez cet épisode. Je trouve que c'est vraiment l'objectif de ce format, de découvrir différemment les gens. Et en deuxième personne, voilà comme ça, je pense que je dirais Shaim parce que c'est
c'est vraiment une meuf hyper drôle et on a vraiment bien matché. On est des anciens skatos en plus, voilà, ça fait plaisir. Est-ce que les invités connaissent les questions à l'avance? Alors ça, c'est une question que vous m'avez énormément posée, de savoir si c'était écrit ou pas du tout. Alors très honnêtement, je n'envoie jamais les questions à l'avance. Il y a 1 ou 2 invités qui ont dû demander et en fait je leur ai dit désolé, mais en fait je les ai pas écrites encore. Non, souvent je leur dis désolé, mais en fait vous allez les découvrir là parce que je veux des vraies réactions. Et surtout une chose que je leur dis avant l'émission, c'est qu'ils peuvent valider le montage. C'est-à-dire que les émissions que vous avez vues, pour la plupart, les invités, ils ont eu le temps de regarder et de valider le montage. Donc souvent ils ont enlevé des questions, des réponses, etc. où ils étaient peut-être moins à l'aise. Donc non, moi l'idée au contraire, c'est que je leur balance des petites questions. Des fois où ils font ah, je m'attendais pas à celle-là, tiens, on me l'a jamais posée. Oh, c'est dur. Ah, j'aurais dû préparer cette interview en fait, non? Ouais, c'est drôle comme question, tu vois, je m'attendais pas à parler de ça. Et comme de toute façon c'est monté, ils ont le temps de réfléchir. Donc des fois en fait entre ma question et leur réponse, il se passe plusieurs secondes où ils sont en mode j'avais réfléchi à celle-là, tiens. Combien êtes-vous autour du lit? Alors vraiment autour du lit, on est à peu près une trentaine. Pas du tout, enfin. En fait, il y a absolument personne dans la même pièce que nous. Et ça, c'est un truc que je fais dans toutes mes émissions, même les tables rondes. Toute l'équipe technique est dans une autre pièce. Et en fait, c'est fou parce qu'on les oublie totalement. Donc vraiment, quand on est dans la pièce dans Insomnie, on est 2 dans cette pièce avec aucun bruit autour. Et on oublie assez rapidement qu'il y a potentiellement 5-6 personnes qui nous entendent, voire plus, des fois quand il y a les attachés de presse, les managers, etc. Mais c'est primordial pour moi qu'il y ait une vraie intimité qui s'instaure et qui est réelle. Quelle a été la rencontre qui t'a le plus surpris? Alors ça, c'est dur parce que je crois qu'il y a aucune émission où il n'y a pas un petit moment où j'étais hyper surpris par chaque invité. Là, comme ça, je dirais quelqu'un que je connaissais assez mal aussi, Pidi. Mes meilleurs souvenirs, c'était à l'époque où on était en Angleterre avec Val. On n'avait pas de thunes et j'allais dans la rue faire la manche. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, pourtant, je te raconte ça, c'est genre super triste, tu vois. Ouais. Mais c'est un de mes meilleurs souvenirs. Et quelqu'un qui m'a beaucoup surpris aussi parce qu'il avait jamais vraiment fait d'interview avant de venir dans Insomnie, c'est Benjamin Verrecchia. Et en fait, on s'est vraiment marré. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'il a jamais de choses cool à raconter, alors qu'il a sorti des punchlines que j'ai trouvé incroyables et qu'il a une vision de la vie qui est hyper intéressante. On t'a donné des conseils vraiment de merde? Bah, on m'a dit, fais Insomnie avec Ben Nevers. Et là, Je suis dans un regret. voilà où je suis. Dans un lit blanc, une place, à raconter ma life. Qui a décidé des lits séparés, puis du fond blanc? Aïe aïe aïe, ce débat, je l'adore. Si on résume, il y a eu un épisode pilote avec Amy LTR, puis j'ai signé avec France Télévisions pour 5 épisodes. Ces 5 épisodes ont super bien fonctionné et France Télévisions m'a contacté pour me dire écoute Ben, on t'en signe 20. À ce moment-là, pour moi, la story, elle est incroyable d'en imaginer 20. Et là, évidemment, il se passe quelque chose dont personne n'a jamais entendu parler, qui est le Covid. La Covid-19. À ce moment-là, je perds la moitié de la programmation qu'on avait prévue parce que toutes les promos s'arrêtent pour tout le monde. Et je sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais sur internet, je me rappelle de 301 vues, Popcorn, etc. Ils faisaient souvent les émissions avec des plexiglas ou alors avec des masques. Et j'avoue que ça, j'avais un peu du mal à me dire comment on va réussir à créer un moment convivial d'intimité, soit avec un plexi, soit avec des masques, c'est l'enfer. Et donc c'est comme ça qu'on a trouvé l'idée en fait de passer de 1 lit à 2 lits. Donc on avait ces gestes barrières, n'est-ce pas? Donc c'est à ce moment-là qu'on a fait évoluer la DA. Gros big up à Léa Rouault, c'est grâce à elle qu'on a eu toute cette déco incroyable. Et donc elle réfléchissait à tous les objets qu'on allait rajouter, modifier selon les épisodes, les couleurs des draps, etc. etc. C'était vraiment stylé. Et quand on a signé la saison 3, j'ai voulu partir sur un style complètement épuré. Vous commencez à le savoir, vous qui me suivez depuis longtemps, je m'ennuie très vite. Et là on est passé sur un full fond blanc. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Colors? Colors, c'est des vidéos musicales où à chaque fois ils sont sur un style très épuré avec un fond de couleur qui change, c'est plutôt stylé. Et en fait j'arrivais à un moment de l'émission où il y avait plein d'invités qui osaient pas trop venir parce que ça leur faisait un peu peur le délire du lit. Et en fait passer sur un fond blanc, ça a ramené à un espèce de délire de ok, c'est plus du tout premier degré, maintenant c'est un truc un peu concept. Et donc l'idée c'était de devenir un peu le Colors du talk. Donc voilà, je sais que ça a fait beaucoup débat ces 2 lits, mais bon, les 2 lits c'était vraiment très justifié. Mais ce fond blanc, je sais que ça a fait beaucoup parler. Il y avait des gens qui détestaient, des gens qui adoraient, des gens qui au début détestaient et puis finalement ont adoré. Moi ça me faisait plutôt marrer parce que finalement en fait le fond est resté le même. J'avais vraiment cette sensation de on se concentre uniquement par les propos qu'on tient. Peux-tu nous raconter un moment drôle lié à l'émission? Alors des moments drôles, il y en a eu beaucoup liés à l'émission. Franchement le premier qui me vient, j'invite Camille Combal dans Insomnie et il me raconte une anecdote incroyable de l'époque où il était à la radio et il explique qu'en fait il a fait la fête jusqu'à l'heure de la matinale et donc il est arrivé à l'antenne un peu éméché. Éméché d'ailleurs, terme qui selon moi devrait revenir à la mode. Soit dit en passant devrait également revenir à la mode. Je suis vieux, putain. Je crois que j'avais pété un plomb, je crois que j'ai offert 50 iPhones dans l'émission, ce qui est facile quand c'est pas toi qui les paye, que c'est Virgin. Et je disais, vraiment, hein, je disais genre, hey, tu t'appelles Chantal,
chez toi il y a un lobby, ça fait Chantal Lobby, on t'offre un iPhone. Je trouve l'anecdote très drôle, l'émission sort et le lendemain, je vois tellement de médias qui titrent Camille Combal anime une émission bourrée. Donc bref, hyper putaclic est sorti de son contexte, mais à l'époque, il était en train d'animer Danse avec les stars. Donc il y a beaucoup de médias qui ont joué un peu sur le truc de oh what, mais Camille Combal il est arrivé bourré pour animer Danse avec les stars ou quoi. Donc voilà, ça j'avoue que ça m'a fait un peu rire, surtout qu'il y a quand même beaucoup de ce genre de médias qui reprenaient des extraits de mes émissions et pareil, qui étaient complètement à côté de la plaque quoi. Évidemment, je suis au montage et je me rends compte que j'ai oublié la question 11 qu'on va faire tout de suite. As-tu galéré à trouver des invités? Alors très honnêtement, c'est le format où c'est le plus compliqué je pense pour trouver des invités. Même entre mecs où au début personne ne voulait venir dedans, finalement c'est plus facile de trouver des invités aujourd'hui. Plus on a sorti d'épisodes évidemment, moins les invités avaient peur de venir parce que c'est vrai que sur le brief, venir dans un lit à côté de quelqu'un, c'est un peu bizarre, ça peut être un peu tendancieux. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était un espèce de truc un peu à la Jérém Star dans la baignoire où ça va être très gossip etc. Les gens au fur et à mesure se sont rendus compte que c'était pas du tout ça. Après vous savez on fait pas de langue de bois ici, les invités qui étaient les plus compliqués à avoir, et il y en a plein que j'ai jamais eu et qui m'ont dit clairement ils allaient jamais venir, c'est dans le monde du rap, où il y a encore un vrai délire de street crédibilité, où c'est compliqué de s'allonger dans un lit, et encore plus à côté d'un mec. Donc il y en a qui, bon, leur planning était très chargé, ils pouvaient pas venir, il y en a qui me l'ont dit aussi très honnêtement. On a quand même réussi à avoir des rappeurs, et c'est drôle parce qu'avec Joker justement, à un moment je lui parle de cette street crédibilité. Il y a un truc dans le rap qui s'appelle la street cred. Est-ce que toi, c'est une question que tu te poses de si t'es un rappeur à street cred ou pas? Moi, ma street cred, elle est déjà là. Elle est déjà là. Non, je pense que la street cred, la vraie street cred, c'est quand t'as pas besoin de trop en faire. Vous êtes combien à travailler sur ce projet? Alors sur Insomnie, je crois que c'est là où on était le plus nombreux. Je sais pas exactement combien on était d'ailleurs, donc on va calculer ensemble. Donc il y avait une réalisatrice, un chef-op, un ingé son, une chargée de prod, un régisseur, un monteur. Après il y avait mix son, étalonnage, une admin de production pour payer tout le monde et gérer les factures, une maquilleuse. En sachant qu'il y avait certains invités qui préféraient venir avec leur maquilleuse attitrée. Et une personne à la déco, donc pour la déco sur la dernière saison, c'était plutôt donc Sully qui s'occupait vraiment de s'occuper que ça reste hyper blanc. Parce que évidemment, quand je dis à mon équipe, j'ai une idée, on va faire un truc tout blanc, c'est incroyable. Ça se salit hyper vite. Donc voilà, il s'occupait aussi de changer, désinfecter les draps entre les invités, de repasser, etc. pour que tout soit nickel. Il y avait également une chargée de casting qui est arrivée sur la dernière saison et ça m'a beaucoup aidé. Je pense qu'elle a casté au moins la moitié des invités de la saison. Donc voilà, si j'ai oublié personne, mais je suis sûr que j'ai oublié quelqu'un, évidemment, on était une douzaine. Quel est le plus dur à gérer dans ce format? Alors je dirais qu'il y a deux choses. Il y en a un qui est pas forcément lié au format, mais plus au rythme qu'on avait, comme il y avait beaucoup de tournage la journée. Ce qui était hyper compliqué pour moi dans la préparation des émissions, c'était d'arriver à ne pas me répéter. C'est-à-dire trouver un angle nouveau à chaque fois, notamment quand on avait des typologies à peu près similaires, c'est-à-dire quand on recevait beaucoup de youtubeuses ou youtubeurs, souvent le quotidien c'est un peu le même, donc c'était compliqué de trouver des angles nouveaux. Ça m'a beaucoup aidé quand on a commencé à avoir des gens de la télé, de la musique, etc. Même on a reçu un prêtre. C'est vrai, j'ai été éduqué comme toi avec le plan de devenir le gentil prince charmant d'une charmante demoiselle, la belle maison, le petit chien, les enfants... Dans le sens inverse, plutôt les enfants, le petit chien. Et après, lié au format, je crois que c'est arrivé à mettre à l'aise les invités. La plupart, ils connaissaient le format. Quand ils arrivent, ils sont hyper à l'aise. Ce qui est hyper cool, c'est que quand on est allongé, on se pose plus du tout la question est-ce qu'on se tient bien? Est-ce que je suis pas trop avachi? Là, voilà, ça bouge pas tout le temps qu'on tourne. As-tu déjà fait une insomnie avec Léna Situation? Oui, peut-être, je sais pas. À quel point tu improvises dans l'interview? Alors ça, c'est une question qui est beaucoup revenue parce qu'en effet, on tourne entre 45 minutes et 1 heure pour un 15-20 minutes final. Et les invités, les premiers, étaient là à la fin de l'interview à se dire mais attends, mais t'as improvisé pendant 1 heure, parce que mon objectif c'est qu'ils oublient qu'ils sont en interview et qu'il y ait une vraie discussion qui se crée justement, un truc naturel. Et bien souvent pour que ça paraisse le plus naturel et improvisé possible, il faut que ce soit hyper préparé. Donc moi en général j'ai une vingtaine de questions qui sont les questions principales. Sous chaque question j'ai des sous-tiroirs de questions si jamais ils ont pas réellement répondu à la question. Beaucoup de questions dans cette phrase. Et en fait une fois qu'on est allongé, je les visualise dans ma tête. J'ai évidemment l'introduction qui est souvent un truc un peu punchline. Ça fait 3 jours que je fais un rêve, le même rêve. Je perds mes dents. Il paraît que c'est une symbolique, ça. Alors tous les rêves ont une symbolique, et quand j'ai commencé à le dire aux gens, ils m'ont dit ah ouais, la symbolique de perdre ses dents, c'est genre tu vas mourir. J'avais qu'on parle d'une personne qui, j'ai l'impression, est centrale dans ta vie. C'est ta maman. Tu veux me faire pleurer dès le début? On attaque direct. On attaque avec du fort. Comment tu décrirais ta mère? Et en fonction de leur réponse et du sujet vers lequel on va, et ben moi dans ma tête, je me dis ah ok, trop bien, j'avais justement une question là-dessus. Et dans ma tête en fait, la question 10 elle passe en question 2 et l'ordre change et donc je m'adapte en fonction de ça. Ce qui fait qu'à la fin du tournage, j'ai posé toutes mes questions. Ça arrive que j'en improvise 2-3 évidemment selon le feeling, mais même si c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel je les avais écrites, j'ai posé toutes mes questions à la fin. Et d'ailleurs je me rappelle, mais en fait les 5 premiers épisodes, les pilotes qu'on avait fait, j'avais une feuille sous mon coussin et donc en fait je les regardais de temps en temps comme
ça, on scred. Et donc à partir de la deuxième saison, je me suis dit, vas-y, je les apprends par cœur. Et comme ça a été beaucoup plus fluide et plus naturel. J'étais aussi plus à l'aise dans le format. Est-ce que vous passez un bon moment? J'adore. En fait, j'ai jamais parlé de ça et je surkiffe. Allez, question suivante. Quels invités aurais-tu adoré recevoir dans l'émission? Bon, il y en a évidemment plein. Pour n'en citer que quelques-uns, j'aurais adoré recevoir Thomas Pesquet, Philippe Catherine, Adèle Exarchopoulos. J'espère tellement que je l'ai bien dit. Marina Foïs. Et allez, c'est assez évident, mais je pense que quelqu'un qui aurait été extraordinaire dans ce format, c'est Jonathan Cohen. Vous-même, vous savez que si vous suivez Tartine de vie, ça a failli se faire, mais non. On n'a jamais fait cette interview. As-tu eu des galères de tournage? Bah évidemment, des galères de tournage, il y en a plein. Franchement, ce qui est ouf sur Insomnie, là en 45 émissions, il y en a eu très très peu. Je pense que la seule vraie galère de tournage qu'on a eu, c'est avant qu'on tourne dans mes studios. On tournait évidemment dans un studio partagé. On avait tourné des épisodes le soir et il nous restait un dernier épisode à tourner le lendemain matin. Je crois que c'était Hakim Gemili le lendemain matin et en fait 30 minutes avant qu'il arrive, on se réinstalle avec mon équipe technique, on discute, on est chill. De toute façon, tout est installé déjà depuis la veille, on a tourné des épisodes, etc. Et puis je crois que c'est sur le lead gauche, le lead de l'invité, c'est mon chef op qui dit tiens c'est marrant, c'est vraiment on voit ça de mon visage, c'est hyper zoomé sur WAM. Et à ce moment-là, on se rend compte que quelqu'un est venu dans la nuit pour changer l'objectif. Et en fait, on tournait un samedi, donc je pense que cette personne s'est dit bah franchement ça sert à rien là, à mon avis ils sont partis pour le week-end, ils vont tourner le lundi. Et donc on a dû retrouver un objectif qui fonctionne. J'ai vraiment mimé l'objectif, quel ringard putain. Donc on a dû trouver un objectif qui fonctionnait à peu près et donc en 30 minutes. Après il n'y a pas eu vraiment de grosses galères parce qu'on était bien rodés, on prenait vraiment le temps de s'installer, etc. Je me rappelle de trucs mignons, genre Lena Situation, elle est arrivée avec une robe à plumes et au fur et à mesure de l'émission, les plumes se retrouvaient sur son visage, sur les côtés, etc., etc. Mais en fait, on en a plutôt ri. Et je me rappelle de Cléa Gauthier aussi dans la saison 2 qui est arrivée avec un débardeur et qui m'a dit alors écoute, avec ce débardeur là, ce qui est chiant, c'est que souvent j'ai mon téton qui sort. Donc vraiment, tu me préviens si jamais j'ai le téton à l'air. Donc moi, évidemment, à ce moment-là, j'étais hyper gêné parce que s'il y avait un téton qui sortait, évidemment que ça allait être une galère, il fallait le flouter ou je sais pas quoi. Et je lui ai dit très honnêtement que j'allais pas du tout regarder ses seins de toute l'émission. Donc si on pouvait arriver à gérer ça bien, ça allait être cool. Mais il n'y a pas eu d'accident, c'était nickel. Quel invité a été le plus choqué du format? Alors le plus choqué, je sais pas. La plupart des invités disent ok, on a vécu un truc unique. Genre là, il s'est passé un truc hors du temps. Évidemment, je vous cache pas qu'il y en a plein qui ont eu la sensation de ressortir d'une séance de psy gratos. Et alors je pense que le plus choqué, en tout cas celui qui me l'a le plus montré, c'est Maxence. Et Maxence, c'était très drôle parce qu'on tournait sa séquence. Pile le moment où les gens finalement médiatiquement m'ont un peu connu, c'est justement ce moment où j'avais confiance en rien et tout ce que je pouvais essayer, j'étais fier de rien en fait. Et donc j'ai senti que ça l'avait touché. Et en fait, juste après, on tournait Seb Lafrite. Et pendant qu'on est installé avec Seb Lafrite, il réouvre la porte juste avant qu'on tourne. Et il dit j'avais des questions par rapport à ce qu'on a tourné. J'étais en mode ok, alors c'est pas du tout le moment, mais viens, on en reparle avec plaisir après. C'est mon challenge quoi. Encore, désolé. Dis-moi tout. J'ai oublié de te poser une question tout à l'heure. Ça paraît tellement fluide et c'est dans ça. la discussion. Ça paraissait vraiment une discussion et ça j'ai adoré. Trop bien. Mais c'est le but. Interviewé, c'est trop bien. Trop bien. Juste les cale bien. Ouais, vous me dites. Sur le début. Vous me voyez plus que moi, je me vois. Donc j'ai senti que ça l'avait questionné et c'est trop bien parce qu'en vrai l'idée c'est que les formats ils vous touchent vous, mais les premiers justement qui doivent être touchés et qui doivent sortir des trucs assez impactants et réfléchir sur eux-mêmes, c'est les invités. Pourquoi arrêter ce format? Je l'adore. Aïe aïe aïe, on y vient. Je vous ai jamais expliqué réellement pourquoi j'ai arrêté ce format et je pense que c'est maintenant pour les plus patients d'entre vous. Ça y est, je vous explique la vraie raison de l'arrêt de ce format. Après une courte lampée d'eau, de l'eau fraîche tout simplement. Moi j'adore l'eau, dans 20-30 ans il n'y en aura plus. On se foutait de sa gueule et aujourd'hui on se rend compte qu'il avait raison. Alors il y a plusieurs raisons qui ont fait que j'ai vraiment pas renouvelé avec France Télévisions. La première, je vous l'ai dite, on en a fait 45 et franchement j'étais lessivé. Je dis que des expressions de vieux, mais c'est fou ça. J'étais complètement éclaté à la fin des 45 émissions et j'avais envie de me renouveler. J'avais pas envie d'essorer le format ou qu'en fait vous vous lassiez et que vous ayez plus du tout envie de le voir. Je préférais partir au moment où ça marchait très bien et où en fait c'était kiffant quoi. Une autre raison, et je dois vous l'avouer, c'est que vous connaissez mon besoin de me sentir hyper indépendant et avec France Télévisions sur la fin je me sentais un peu moins indépendant. Pour vous expliquer comment ça se passe, parce que c'est une question qui est beaucoup revenue aussi sur qui choisissait les invités, moi je proposais des invités à France Télévisions et eux disaient ok ou pas ok, mais de manière assez arbitraire, c'est-à-dire qu'il y avait rarement une justification de pourquoi lui non et pourquoi lui oui. Ça j'avoue que ça m'a assez épuisé parce que sur 45 invités je pense qu'on a dû en proposer plusieurs centaines. Ensuite je vous avoue que c'était pas moi qui faisais les miniatures, je découvrais les miniatures, les vignettes des vidéos en même temps que vous quand elles étaient postées sur YouTube. J'avais pas trop de droit de regard aussi sur les extraits qui étaient postés sur Snapchat, TikTok, Instagram, etc. Bref, franchement, dans l'ensemble, France TV, ils ont hyper bien fait le taf et je leur serai éternellement reconnaissant.
c'est grâce à eux qui m'ont fait confiance et j'ai pu vendre ces formats-là, où je me suis régalé déjà, où Insomnie est devenu un peu culte pour plein de gens, ils m'ont découvert grâce à ça. Et puis moi, j'ai pu avoir de l'argent pour développer mes autres formats, notamment Entre Mecs, et arriver à vivre sur les mois qui ont suivi. Donc ça, j'avoue, c'était une régalade. En plus, ça me permettait de pas faire un placement de produit qui aurait été peut-être un peu délicat à faire. C'était compliqué de le ramener dans le format. Globalement, c'était trop cool de bosser avec eux. Mais sur la fin, voilà, je vous cache pas qu'on a eu des désaccords un peu sur les périodicités des sorties de vidéos, les miniatures, les angles de promo des vidéos, etc., etc. On se quitte évidemment pas fâché. France TV, je les adore et je vous invite à aller re-regarder sur la chaîne France TV /talent qui est en description. Les 45 émissions qu'on a faites ensemble, elles valent le détour. Alors, on finit en ringardos encore. Je suis hyper fier de ces émissions et il y a des moments incroyables. Mais attention, j'ai une grosse annonce à faire. J'ai beaucoup réfléchi et vous avez été tellement nombreux à être déçus de l'arrêt de Insomnie que je vous annonce qu'il est possible. Attention, c'est une annonce vraiment, là je suis en train de le réfléchir en même temps que je vous le dis. Il est possible que Insomnie revienne en 2023 sur ma chaîne. Avec un nouveau décor, peut-être d'ailleurs des décors qui vont changer à chaque émission en fonction de l'invité, ce serait ouf ça. Possiblement des émissions que je vais rallonger peut-être à 30 minutes. Là avec France Télévisions, on était un peu bloqué à 15 minutes. C'est aussi ce qui a fait que j'ai arrêté. Franchement, j'adore ce format, je sais que vous l'adorez aussi et je pense que je serai plus pertinent si on en fait, allez, 4 dans l'année. Donc voilà, je vous l'annonce, je sais pas du tout qui seront les premiers invités, mais c'est sûr que ça va revenir sur ma chaîne ici même. Les amis, dernière question, je sais, on passe un bête de moment ensemble, alors qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe! Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Ça t'a pas trop saoulé que des comptes comme Objectif Millionnaire reprennent tes extraits? Alors je suis très content qu'on finisse avec cette question déjà, parce que j'avais jamais réagi à ça. Pour ceux qui connaissent pas les comptes Objectif Millionnaire, alors c'est pas toujours le nom Objectif Millionnaire, mais il y a plein de comptes Instagram, TikTok qui font ça. En fait, ils reprennent des extraits donc d'Insomnie en l'occurrence, et ils les reprennent toujours avec une espèce de musique pseudo-inspirante en fond, et c'est très axé empowerment. Donc c'est beaucoup à l'américaine, genre You can do it, motherfucker! Et donc souvent c'est vrai que je voyais des extraits de Insomnie passer avec mes invités. Franchement, ça m'a fait rire tout le long. Et évidemment, je me suis dit putain, mais pourquoi moi je l'ai pas fait en fait? Parce que ça marche trop bien. Je voyais les stats, ils faisaient des millions de vues. Mais non, ça m'a pas du tout saoulé. Au contraire, je trouve que c'était plutôt cool. Ça voulait dire qu'il y avait vraiment des speeches hyper inspirants. Ça me donne une idée. Est-ce qu'on se quitterait pas justement sur un extrait de mes vidéos que je fais moi-même en fait? Quitte à ce que les autres le fassent et que ça marche, autant que je le fasse moi aussi. On se quitte sur un extrait en mode Ben Never, Objectif Millionnaire. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cette FAQ. Franchement, ça me fait trop kiffer de faire des formats un peu plus chill aussi. La semaine dernière, c'était quand même assez fat, hein. C'était un projet d'1 an et demi et tout. J'ai donné beaucoup d'énergie là-dedans, donc ça fait plaisir aussi de faire des vidéos où on se parle, vous et moi, voilà, sur des sujets un peu légers et un peu cool. Si vous regardez cette vidéo le dimanche où elle sort, dans 2 jours, je fais le Trianon, l'émission en public, donc je serai devant 1000 personnes. Et normalement, si on est assez réactif dimanche prochain, vous avez déjà un extrait du show. Ça va être comme disent les jeunes. Les amis, on se quitte donc avec les meilleurs moments de cette dernière saison, version Objectif Millionnaire. Si vous êtes allé jusqu'au bout de l'extrait, vous pouvez commenter. Grâce à Objectif Ben Never, je suis désormais une personne meilleure. Les amis, encore un énorme kiff. Je vous lis dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Ciao. Toi, tu fonctionnes avec des plans B un peu? Non, c'est une façon de te freiner peut-être, d'avoir un plan B, d'avoir ce qu'on appelle un filet de sécurité. Est-ce que c'est pas finalement une petite laisse que tu te mets pour éviter d'être libre? Moi, je me suis toujours écoutée. Je trouve que c'est hyper important de prendre le risque en fait de s'écouter parce que ton intuition est toujours la bonne. Tu connais cette phrase? Tu nais seul, tu vis seul et tu meurs seul. Mais une fois que t'as compris ça, je crois que du coup tu profites encore plus des instants et ça te fait moins peur aussi d'être avec toi-même parce que tu te dis c'est cool d'apprécier sa propre compagnie. Quand t'as failli mourir, tu te rends vraiment compte de la chance qu'on a en fait de vivre des choses toutes simples. Et quand je suis sorti de l'hôpital, je me suis fait une promesse, putain, à partir de maintenant, je vais tout vivre à 100%. C'est important de profiter de sa vie, hein. Ça passe tellement vite. Genre si t'as un projet en tête, faut pas se dire ouais mais est-ce que ça va marcher? On s'en fout. L'important c'est que toi tu kiffes et que ton cœur aime. Il faut suivre son cœur surtout. Après un très gros succès ou un très gros échec, tu retrouves ton niveau de bonheur initial. Tu vas te dire je veux tel succès, genre par exemple une pure voiture, ok je l'ai. Je retrouve mon niveau de bonheur initial. Ok maintenant je veux une pure maison, ok je l'ai. Il y a beaucoup de gens qui pensent que leur bonheur, il va passer par le succès sous toutes ses formes. En fait non.